C'est un plaisir de présenter Laurent Berton, que je ne connaissais pas avant de lire son livre, parce que dans les milieux médiatiques, le courage et la pensée un peu décalée, ou parfois tout à fait décalée, ou un peu dissidente, sont assez rares, il faut bien le dire. Et nous avons un journaliste qui dit des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, que je pense fondamentalement beaucoup de gens savent, les vrais gens, comme on dit, savent, mais qui sont souvent soigneusement tus par le microcosme médiatico-politique. Donc c'est, comme on dit, un livre dérangeant, c'est un livre aussi qui est bien écrit, qui est agréable à lire, hein, dans lequel il y a un humour noir un peu grinçant qui revient régulièrement, mais on a l'impression qu'au-delà de cet humour, qu'au-delà de cet amusement de façade, ce qui domine chez vous quand vous regardez l'état du monde, et plus exactement l'état de ce qu'on venait d'appeler les faits divers et la délinquance, c'est plutôt le dégoût et la révolte. Est-ce que je me trompe tout à fait en disant ça? Alors pas tout à fait, non pas tout à fait. Effectivement, il y a une certaine révolte, peut-être pas un dégoût, ça c'est sûr. Mais il y a disons qu'il y a une volonté de le présenter, vous l'avez dit, de manière plutôt humoristique. C'est vrai que c'est osé d'employer ce terme-là vu les sujets dans lesquels je parle. En tout cas, pas de manière, on va dire, thèse sociologique, quelque chose que personne ne lirait. Donc le but du jeu, c'était qu'il soit lu. C'est l'inverse du traité constitutionnel européen, par exemple, qui était fait pour que les gens ne le lisent pas. Moi, je l'écris pour que les gens le lisent. Et donc, ça marche assez bien, effectivement. Alors, il y a, comme vous l'avez dit, quelque chose... Enfin, le livre n'aurait aucun succès si les vrais gens, comme vous dites, ne sentaient pas, au fond d'eux, qu'il y avait là une réalité qu'ils avaient même perçue, que peut-être les médias leur dissimulaient plus ou moins, en tout cas, qui n'avaient pas les moyens de comprendre le tableau général, c'est-à-dire la réalité des agressions, puisque les journaux n'en parlent que très rarement, on parle très peu des victimes, de la réalité d'une agression, d'un traumatisme, la réalité des statistiques, c'est-à-dire celles que je recense dans mon livre, qui ne sont pas celles de la police, puisque celles de la police ne comprennent que les plaintes, les dépôts de plaintes. Par exemple, on estime qu'une femme sur 10 victime d'un viol porte plainte seulement, ce qui fait que quand la police dit vous avez 26 viols tous les jours en France, en réalité on en a 260. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Et donc, voilà, il y a une volonté de rendre à la réalité ce qui est à la réalité. Ça, c'est le but principal de ce livre. Et c'est pour ça, je pense, qu'il a le succès qu'il a. Ça, c'est clair. Voilà, l'audience qu'il rencontre, qui déchaîne chez les médias, on s'y attendait un petit peu, mais bon, ça surprend toujours, une forme d'hystérie, hein, parce qu'il y a vraiment... Enfin, il y a tous les angles d'attaque possibles, c'est-à-dire, c'est pas vrai, il n'y a pas 260 viols par jour, ou c'est vrai, il y en a, mais c'est pas à cause de ce que vous dites, ou enfin, tout un tas du moment qu'on ne parle pas de cette réalité-là, c'est tout ce qui leur importe, et c'est assez intéressant de voir que justement, ce qui leur importe n'est pas de... Enfin, quand moi j'arrive avec mes victimes, ne s'arrête jamais là-dessus. J'ai eu un journaliste de l'Express au téléphone, c'est un journal français, qui m'a expliqué qu'il avait été choqué par le livre, et je pensais qu'il était choqué par l'ouverture du livre où je raconte avec force détail une agression très violente, un viol avec violence, torture, avec de barbarie. Et non, il a été choqué par l'analyse. Et voilà, c'est très révélateur de l'état de la presse, de la volonté qu'elle a de se couper de toute la réalité et de diffuser coûte que coûte une forme d'idéologie utopiste sans voir en face ce que les gens voient. Et donc il y a une fracture qui grandit terriblement entre, d'un côté, les gens qui voient les choses, ils ont les yeux pour voir, ils n'ont pas les moyens de fuir cette réalité, et de l'autre, ces gens qui ont les moyens justement de fuir la réalité, qui ont une idéologie qui leur donne un statut moral très enviable et appréciable, en particulier à Paris. Et ce livre est une sorte de trait d'union entre les deux, en disant attention, vous avez des gens qui pensent ça, vous avez des gens qui leur disent de surtout pas penser ça, deux mondes qui s'éloignent, qui bientôt pourront plus cohabiter à mon avis. Et c'est assez marrant parce que les grands médias m'expliquent que j'exagère et les gens que je rencontre dans la rue m'expliquent que je suis très loin de la réalité encore. J'essaye d'être au milieu. Vous avez parlé des statistiques, c'est un point très intéressant parce qu'effectivement, il y a toujours un effort de transparence de la justice
sur les statistiques, on a la surprise souvent de voir que d'année en année, la situation s'améliore, ça va de mieux en mieux, alors que tout le monde sait qu'en fait, c'est pas tout à fait ça. Peut-être un petit mot là-dessus. Vous le savez, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas. Une des manières, on ne truque pas les statistiques, en fait, on les aménage. Par exemple, dans les déclarations de délit, les plaintes, dans beaucoup de commissariats, on va décourager le dépôt d'une plainte formelle et favoriser ce qu'on appelle une main courante, c'est-à-dire simplement l'inscription dans un registre qui, lui, ne sera jamais repris dans les statistiques parce qu'il n'y aura pas de procédure. Donc là, il y a vraiment une volonté, ou alors autre chose qui se fait, mais qui se fait en Belgique, où la main courante n'existe pas, c'est d'une année à l'autre, on va changer la définition d'un fait criminel. Donc fatalement, on va dire, ben oui, le vol, ça n'a plus tout à fait la même chose, donc il y en aura moins l'année prochaine, l'année suivante. Ou encore, on va simplement parfois arrêter les statistiques en septembre ou en octobre, et ne pas tenir compte des 2 derniers mois de l'année pour avoir une bonne année. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose, effectivement, dans ce système judiciaire-policier qui ne fonctionne pas. Alors, la question c'est, est-ce que... on entend souvent dire, il n'y a pas assez de police, ils font rien, etc. Et d'autres disent, oui, ben, la police, elle essaie de faire son travail, c'est la justice qui fait. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, sur ce débat entre police-justice? Qui est responsable de se laisser aller? Alors, juste un petit mot sur les chiffres. Je me souviens d'un responsable politique qui avait dit quelque chose d'assez amusant récemment, qui faisait remarquer que les vols d'autoradio dans les automobilistes connaissaient une baisse très franche. Je ne sais pas si vous connaissez les autoradios des voitures modernes. Pour les voler, il faut les voler la voiture avec. Hein, donc, c'est bon, voilà. C'est significatif. Et alors donc, pour la justice et la police, ce qui est assez frappant, c'est que les gens pensent que Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur français, est très utile et quelqu'un de très bien, très intéressant, sauf que le problème, c'est que son moyen d'action à lui, c'est le chef de la police. Et la police, on s'aperçoit qu'elle fait très bien son travail. Elle a un taux d'élucidation assez élevé sur les affaires graves, qui est tout à fait bas sur les affaires pas graves. Bon, ça, c'est quand même, ça reste dans la logique des choses. La police fait très bien son travail, mais le problème, c'est que la loi n'est pas appliquée. Ça, c'est très net dans les statistiques. Si vous allez dans une audience correctionnelle, c'est un exemple que je prends souvent, vous avez beaucoup de viols qui sont jugés en correctionnel maintenant. Dans le code pénal, c'est écrit que le violeur risque 15 ans. Pour un viol, le procureur, en général, requiert 10 ans. Le juge condamne à 5. Avec la remise de peine, ça fait 2,5. Et finalement, on aménage la peine avec un bracelet, etc. Et donc, à la fin, bon, s'il y va, c'est qu'il n'a vraiment pas de chance. Donc, voilà, la réalité de la justice fait que Manuel Valls, en face de lui, il a beau avoir tous les discours qu'il veut, il a Christiane Taubira. Et là, la politique est assez différente. Et tant que la justice n'aura pas les moyens, enfin la volonté en tout cas, ou les moyens structurels, parce qu'il y a des prisons débordent, ça on le sait depuis très longtemps, et ça aussi c'est quelque part un peu amusant, parce que on sait qu'en France, il y a 53 000 places de prison. Il y a 67 000 prisonniers. Christiane Taubira a pris la mesure du sinistre et elle a dit on va porter le nombre de places de prison à 57 000. C'est-à-dire il en manquera toujours 10 000, mais voilà. Continueront à se tasser. Mais tant que, enfin, quelque part, construire des places de prison, ce serait admettre l'échec de la politique laxiste, justement, qu'elle défend. Et donc, moralement, ce serait inacceptable, parce que ça voudrait dire qu'elle a perdu, et ça voudrait dire qu'effectivement, la criminalité augmente. Donc, on ne peut pas se le permettre, et c'est là qu'est le blocage. C'est pas du tout un blocage policier. Il y a une autre catégorie de la population, d'acteurs marginaux de cette violence sociale qui n'a manifestement pas votre sympathie. C'est toute cette caste de journalistes, d'intellectuels autosatisfaits et un peu aussi les psys, il faut bien dire. Vous n'êtes pas très tendre pour les psychiatres. Pourquoi? Alors ça dépend. Disons que les psys en eux-mêmes, bon, ils font leur travail, mais le problème c'est la médicalisation de la justice française. C'était Victor Hugo qui disait, qui avait compris le monde un peu en avance, il pensait que les juges seraient remplacés un jour par des médecins. Et malheureusement, le temps lui donne raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de penser au principe de sanction, parce que quand même un viol avec violence, on se dit, il faudrait peut-être quand même punir ce monsieur déjà avant d'envisager sa réinsertion, sa guérison, tout ce qu'on veut. Et sauf que là maintenant, on a un psy en chemise à fleurs qui vient expliquer qu'il a des projets de vie, que ce serait très mal joué de l'envoyer en prison parce qu'il en est à sa 3e tentative de réinsertion, s'il en rate encore une, vous comprenez bien. Alors oui, il y a des victimes, mais bon, ça fait partie du processus. Alors,
Ça c'est un problème très grave, parce que la vertu judiciaire de la sanction a vraiment complètement disparu. Hein. Les juges n'en parlent plus. Et on pense, enfin, à la limite, on dira que si on l'envoie en prison, c'est simplement pour protéger la société. Mais même là, le principe de protection de la société est secondaire derrière la sanction. Donc ça, c'est un élément fondamental. Je n'en veux pas spécialement aux médecins, hein, mais c'est vrai que le fait de donner des pouvoirs aux psychanalystes ou aux psychiatres, le pouvoir de dire par exemple, moi je vous dis que cette personne-là qui vient de violer cette dame et qui l'a torturée une nuit durant, je vous assure qu'il ne récidivera pas. Et donc le juge se fie à cet avis-là. Ça c'est très choquant parce que moi j'ai parlé avec des psychiatres qui m'ont dit, vous savez, nous on peut juste dire cet individu-là présente une pathologie psychiatrique ou non, et on ne peut pas du tout dire il recommencera ou non. Ça c'est vraiment aberrant. Donc on fait courir des risques à des innocents, à des risques très élevés de croiser des gens qui sont à leur 6e tentative de réinsertion. Si ça rate, c'est pas de chance, ça tombe sur vous. Ça me paraît un petit peu dangereux. Vous avez une phrase qui est joliment écrite et qui est assez triste fondamentalement. Vous dites que notre société condamne à mort des innocents parce qu'elle refuse de condamner à perpétuité des coupables. Mais en même temps, bon, ça peut être compris comme une défense de la perpétuité réelle, contre laquelle moi j'ai rien, pourquoi pas. Mais est-ce que, quand on se place dans ce que vous venez de dire, que la prison doit d'abord punir, je pense que c'est clair, elle doit punir, ensuite elle doit protéger la société, et troisièmement, elle doit permettre la réinsertion éventuelle. Aujourd'hui, la punition a disparu, et la protection de la société est de plus en plus fragile. Mais est-ce que, au-delà de la question des places de prison, qui est importante, il n'y a pas aussi une question de moyens dans les prisons? Est-ce qu'il ne faut pas mettre plus d'éducateurs, plus de gens qui seront là pour aider ces détenus, ceux qu'on peut encore aider, ceux qu'on peut sortir de là, aussi pour protéger la société? Et ça, on ne le fait pas non plus. C'est sûr, et la question des moyens, c'est vraiment un des thèmes récurrents dans la justice, mais le problème c'est que ces moyens sont toujours utilisés d'abord pour servir l'idéologie taubiresque, plutôt que justement pour améliorer, ne serait-ce que d'avoir des prisons à peu près décentes, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître que les prisons françaises sont quand même pas, bon, ça tend pas assez par... C'est pas un country club, une prison, oui, quand on va à Scarbo, ça tend pas non plus, voilà, est-ce que tout soit... enfin, il faut un minimum humain, on va dire, décent. Effectivement, la privation de liberté, déjà, c'est quand même une punition très forte. Donc on n'est pas obligé d'y rajouter les viols qui vont avec, ou l'entassement des détenus, enfin les trafics divers. Là, justement, ça a tendance, ce manque de moyens, comme vous dites, a tendance à entretenir le schéma délinquant. Les groupes se reforment en prison, ces gens se connaissent, les trafics ont lieu, et donc, évidemment, ça n'aide pas les gens à sortir du droit chemin. Mais il y a quand même des choses un peu aberrantes aussi, c'est-à-dire que beaucoup de détenus jouent à la PlayStation 3 toute la journée. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée, niveau sanctions, réinsertion, tout ce qu'on veut. À moins qu'un psy vienne nous expliquer que si c'est par là que tout passe, mais c'est possible. Hein. Il faut savoir aussi que les prix, on a de plus en plus de trafic, parce que les prix en prison, c'est-à-dire la valeur marchande des produits vendus en prison aux prisonniers, est très inférieure à celle de la rue. Et donc, de plus en plus de prisonniers revendent les produits qu'ils achètent en prison à l'extérieur. C'est un trafic inversé et qui leur apporte beaucoup d'argent. Enfin, ce genre de petits détails. Vous avez récemment eu, je ne sais plus, une culture de cannabis dans une prison française, une culture spectaculaire, hein, pas la petite culture. Et on se demande comment c'est possible en prison de voir des trafics d'ordinateurs portables, de voir des gens poster des vidéos sur Internet. Enfin, vous avez des choses qui effectivement laissent penser que les moyens des gardiens sont très limités et qui font ce qu'ils peuvent eux aussi, comme les policiers, malheureusement, pour essayer de maintenir les choses le plus loin possible. Mais peut-être aussi que certains gardiens sont du mauvais côté des barreaux. Peut-être aussi. C'est une possibilité. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est de voir un peu ce que vous pensez, ce que vous avez envie de demander à Laurent Anderson. Il y a une raison sociale. Moi,
après ça dépend de ce qu'on entend par le terme social, mais moi mon analyse est un peu plus pragmatique, enfin pas plus pragmatique que la vôtre, mais je veux dire plus directe. Pour moi, la société est un groupe domestique. C'est-à-dire que nous sommes tous domestiqués par des règles, des lois, une autorité, qu'elle soit parentale, scolaire, policière, judiciaire, etc., tout ce qu'on veut. Et ces règles-là font qu'on se comporte dans la rue de manière civique, là ici, qu'on partage des règles communes. Et le problème de la société actuelle, c'est que au sein de cette société, vous avez des groupes d'individus qui ne sont pas soumis ni à une autorité parentale, ni scolaire, ni policière, ni judiciaire, et donc à aucune autorité. Et ces groupes, hélas, ont tendance à s'agréger autour d'une morale qui est différente de celle de la société. Nous avons besoin de morale pour exister. Nous avons une morale, puisque nous avons été domestiqués. Sauf qu'au sein de la société domestiquée évoluent des groupes sauvages. Voilà. Je vise bien sûr pas de groupe ethnique ou quoi que ce soit, comme on a pu me le dire de manière farfelue. Simplement, il y a des groupes sauvages qui ont une morale tribale qui est basée sur l'ultra-violence. Et pour eux, leur fait de gloire, c'est de tabasser quelqu'un à 20 contre 1. Et c'est ça qui leur offre un statut au sein de leur groupe. Et donc, les deux formes de groupe ne peuvent pas cohabiter, c'est pas possible. Donc, tant que la logique aujourd'hui laxiste qui conduit toujours à caresser le criminel dans le sens du poil, à ne refuser de fixer cette limite, c'est comme un enfant turbulent en fait. Hein. Tant qu'il n'y a pas de limite qui est fixée, il continuera à la chercher, il renversera toute la maison. Et tant que les parents seront derrière lui en s'émerveillant, en disant mais qu'il est beau mon enfant, et aucun problème, ça n'ira pas. Il finira par mettre le feu à la maison et aux parents avec. Et c'est exactement ce qui se passe avec la criminalité. Les policiers vous diront qu'ils ont affaire à des enfants qui ne sont pas dans le même monde qu'eux. Enfin, moi, c'est comme ça que j'analyse la chose. Alors évidemment, il y a sans doute des causes, comme vous dites, une perte de structure, d'ensemble, une perte des frontières, c'est important. C'est un repère net qui est tombé. Il y a tout un tas d'autres repères comme ça de la société qui fait que la société, pour moi, n'existe plus parce qu'il n'y a plus le sens commun qui la constitue. Il y a des groupes. Voilà. Oui, alors, Mukeli, je resitue, parce que tout le monde ne connaît pas le brillant Laurent Mukeli. C'est un sociologue français qui est très connu parce que c'est le sociologue type qui est invité dans les médias systématiquement quand il s'agit d'expliquer aux gens qu'ils se trompent, qu'il n'y a pas de violence, que ça n'existe pas. Pour lui, les tournantes, ça a toujours existé, dans les années 30 ou 40, les tournantes partout, bon, il n'y avait pas de problème. Pour lui, vraiment, tout a toujours été comme ça, et même à la limite, aujourd'hui, c'est un peu mieux qu'avant. Mais bon, il reconnaît, il y a 200 viols par jour, mais en gros, c'est une bonne moyenne, c'est pas si mal. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. C'est vraiment ce que nous dit ce monsieur. Et c'est intéressant parce que le fait qu'il soit vraiment invité par tous les médias comme ça, comme un réflexe, moi, à chaque fois qu'on a une interview de moi, en dessous, vous avez l'encadré, Mukeli a dit, pour expliquer que tout ce que je venais de dire était faux, parce que lui, il a dit ça. Bon, très bien, sauf que lui, voilà, il se base sur une sociologie française des années 20 qui est vraiment... ce sont des idéologies qui sont totalement pétrincées un petit peu. Son discours est très proche de la psychanalyse, vraiment la psychanalyse de base, inventer des concepts et tenter d'expliquer les choses par des mots un petit peu magiques comme ça. Les gens au passage ne comprennent rien à ce qu'il dit, donc ça l'arrange beaucoup, et il explique à peu près tout comme ça. Et au bout du compte, voilà, lui il défend son gagne-pain parce qu'il vit de cette dénégation, puisqu'apparemment les médias recherchent beaucoup ce genre de personnes. Mais voilà, sauf que le problème c'est ce monsieur se caricature tellement dans la négation de la réalité que les gens il se présente comme un sociologue militant. Déjà le principe est quand même curieux pour un scientifique, un militant. Bon. Et donc évidemment les gens commencent à se rendre compte que dès qu'ils le voient, c'est une boussole qui indique le sud, donc finalement c'est très utile. Il suffit de regarder dans l'autre sens et on connaît la vérité. C'est comme ça qu'il faut faire avec lui. Mais il a dit que vous aviez raison pour les donner. Pour les viols, oui, absolument. Oui, c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire qu'il va me critiquer sur 3 pages et finalement dire de toute façon il avait raison, on le sait déjà. Ça c'est quelque chose qu'on me dit assez souvent, c'est que
Vous n'inventez rien, les chiffres sont connus. Bah, très bien, sauf que si vous allez dans la rue en France, demandez à n'importe qui combien il y a de viols à votre avis tous les jours. S'il vous donne la bonne réponse, vous êtes tombé sur Bukele ou son frère, mais voilà, les médias ne véhiculent pas ces chiffres, ça c'est très clair. Et pourquoi? Disons qu'il y a une... ça c'est tout un thème du livre, qui a vraiment au sein des médias une sorte de compétition morale à qui ira le plus loin dans l'excuse, dans le laxisme, dans la justification des actes criminels et dans l'oubli des victimes, quand quelqu'un fait remarquer il y a peut-être un petit problème, attention, alors là, vous voyez, c'est à lui qu'on s'en prend, il faut tuer le messager, surtout pas de mauvaises nouvelles, tout va bien. Et donc, les médias sont dans cette logique-là, aujourd'hui, au sein d'une réaction, si quelqu'un, enfin, au sein d'une rédaction en France, en Belgique, je pense que c'est à peu près la même chose, si quelqu'un dit oui, est-ce que je pourrais dire qu'éventuellement c'est pas parfait à cet endroit-là, ça marche pas pour lui, enfin, ses perspectives d'avenir s'arrêtent là, et ça c'est malheureux, quoi. Et par contre, celui qui invite Bukele et qui fait un dossier pour expliquer que les tournantes ont toujours existé, voilà, lui, il a droit à un avancement, et c'est une sorte de compétition morale, et c'est ça qui fait que les médias sont comme ça, c'est malheureux. Alors, effectivement, le groupe Honneur de la police, pour ceux qui ne savent pas, c'était un groupe terroriste qui était théoriquement, on l'a jamais vraiment su, mais qui était théoriquement composé par des policiers ou des proches de policiers, et qui, plutôt que de se plaindre à sa hiérarchie, avait tendance à poser des bombes. Donc, c'était une manière un peu plus ferme d'expliquer que ça n'allait plus. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de la possible renaissance de ce genre de groupe, parce que les policiers, vraiment, sont dans une situation très très compliquée. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont l'impression de la hiérarchie qui leur dit, comme on l'a dit, les chiffres, vous faites comme vous voulez, ils doivent être en dessous de cette barre-là à la fin de l'année. Donc, ils sont prêts, parce que c'est leur carrière qui est en jeu, ils sont prêts à faire à peu près n'importe quoi pour les maquiller et arriver à ces résultats-là. Vous avez de l'autre côté la population qui dit c'est très bien, vous servez à quoi au juste? Parce que quand je porte plainte, vous me dites que vous arrêtez l'individu, vous l'envoyez à la justice, je le croise le lendemain. Et là ils disent bah oui, mais ça c'est la justice qui fait. Bon, bah donc ils servent à rien. Hein. Et ça, pour eux, c'est très dur déjà. Ils se rendent très bien compte qu'ils ne servent plus à grand chose, malheureusement, que leur travail, qui est très compliqué, est bafoué par la justice. Qu'en plus de ça, ils subissent la violence dans la rue de plus en plus. Enfin, la rue est de plus en plus violente et sans pitié à leur égard, et on leur demande surtout ne ripostez pas, ne répliquez pas, même si on vous tire dessus, à la limite, vous avez vos pistolets à bouchon, vous en servez, bon, faites pas de bavure, visez pas les yeux, et soyez très discret parce que sinon vous allez allumer des trucs incontrôlables. Vraiment, leur but, là, c'est d'empêcher, comme vous dites, la guerre civile. Et je pense que les policiers l'ont montré à plusieurs reprises en France, ils ont manifesté en uniforme, avec leur voiture de service, avec leurs armes. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très grave, parce que les policiers ont le sens du devoir et de la discipline. Et je peux vous dire que manifester à Paris, sur des rues comme les Champs-Élysées, en uniforme, avec des armes, avec les gendarmes en face, parce qu'il n'y a plus que ça, les gendarmes sont mis en face des policiers, ils ont leurs uniformes, ils ont leurs armes. J'ai envie de dire, si jamais il y a un policier qui est un peu plus énervé que les autres dans l'histoire, ça peut finir très mal. Et effectivement, il y a des policiers entre eux, moi j'ai eu beaucoup d'échos vraiment alarmants de policiers qui n'hésitent pas à dire publiquement entre eux à leurs collègues qu'il faut agir concrètement, pas seulement par des associations, tout ce qu'on veut, puisque de toute façon, dès qu'il y en a un qui l'ouvre un peu trop fort, il est mis au placard. Donc là, il faut préparer des actions violentes, des actions marquantes. Et c'est très révélateur de l'état de la société, c'est-à-dire que il y a une telle pression à tous les niveaux, sur la police, la population, que vraiment, s'il n'y a pas une prise de conscience rapide, une réelle volonté politique et administrative, parce que l'administration est importante, moi je me demande encore si le gouvernement français, par exemple, a vraiment les moyens de mettre au pas son administration judiciaire. Rien n'indique que ce soit certain. Sarkozy a dit que quand il serait au pouvoir, il mettrait au pas l'administration judiciaire. On est bien obligé de constater que l'administration judiciaire est restée un bloc et qu'il n'a absolument rien pu faire. Il ne peut pas forcer les juges.
les juges sont tout puissants en France. Donc, on ne voit vraiment pas comment la situation pourrait s'améliorer. Et j'ai les mêmes inquiétudes que vous. J'espère que les gens parleront de plus en plus de la situation, parce que les politiques vont où leur intérêt est. S'il n'y a personne qui leur demande ça, ils n'iront pas là, ils vont pas... Par contre, si beaucoup de gens commencent à dire, là vraiment, vous agissez maintenant, sinon c'est plus possible... En France, il y a des mouvements intéressants. Vous avez le 24 mars une manifestation, je pense qu'à Paris, il y aura à peu près 1 million de personnes. Si ces gens se rendent compte qu'à Paris, 1 million de personnes, aucun gouvernement ne peut rien faire face à 1 million de personnes à Paris. Peut-être que si ces gens se rendent compte du pouvoir qu'ils ont réellement, s'ils font appliquer leur souveraineté, parce que c'est eux qui décident, hein, ça paraît rigolo, mais c'est comme ça, c'est eux qui décident, s'ils se rendent compte de leur force, peut-être que là, les politiciens deviendraient tout de suite très raisonnables, l'administration compris, mais ça relève malheureusement encore un peu de l'utopie. C'est au début vraiment des faits divers que j'ai à traiter en tant que journaliste, et donc qui me font avoir un recul différent de ce que j'ai toujours lu ou entendu dire, ou ce qu'on m'a appris à l'école de journalisme. C'est-à-dire, il faut penser aux criminels, aux délinquants, expliquer pourquoi sa situation est terrible, et on le fait très bien au tribunal en général. Et là, je me suis retrouvé avec des victimes. Et là, je me suis aperçu dans la presse que mes chers confrères en parlaient très peu. On avait très peu l'occasion de lire des récits de ce que c'est vraiment d'être une victime. Déjà, là, vous avez le traumatisme de l'agression. Vous avez ensuite le temps qu'il faut pour dépasser le traumatisme. On n'y arrive jamais vraiment, mais le temps qu'il faut pour dépasser le traumatisme. Et en plus, vous avez la justice qui vous explique, madame, vous êtes bien gentille, mais vous rentriez chez vous la nuit toute seule, avec une jupe, vous aviez bu de l'alcool, quand même, quelque part, après vous avez le psy qui est en chemise à fleurs qui vient vous dire, qui fait un exposé de 2 heures, et à la fin vous explique, finalement, il a un peu recherché une forme de plaisir affectif, et en gros il vous dit exactement ce que va dire le violeur, il a cherché. Et donc, quand on est confronté à ça plusieurs fois, déjà on se dit, bon, si ça arrive une fois par an, c'est malheureux, mais bon, c'est vrai que ça a toujours existé, il y a quand même eu toujours des faits terribles comme ça, et donc statistiquement, ça n'a pas d'importance, donc on ne peut pas faire de raisonnement. Sauf que quand ça arrive 264 fois tous les jours, selon les derniers chiffres, là on se dit que peut-être il y aurait quand même un raisonnement global à avoir. Et donc, à la fois d'expliquer ce que c'est qu'un viol avec violence, c'est vraiment l'introduction du livre, sur une dizaine de pages, et croyez-moi, on est très loin de la réalité avec les mots. On peut expliquer ce que c'est, mais je ne sais pas si les gens ici ont lu le livre, mais pour vous résumer, c'est une jeune étudiante qui rentre chez elle et qui arrive dans un parking, et là, il y a un homme qui arrive derrière elle et qui la jette dans les escaliers. Elle se cisaille la colonne vertébrale, ses jambes passent derrière sa tête, et elle est violée pendant une nuit durant. Une nuit, c'est-à-dire une nuit. Donc elle est paralysée, évidemment. Les médecins ont réussi à rattraper ses bras. Voilà, mais elle est dans un fauteuil roulant à vie. Cette jeune femme, c'est arrivé en 2004. Elle a eu 3 procès. Au 3e, on lui a expliqué qu'il y avait un vice de forme et que donc il fallait recommencer. 3 procès dans cet état-là, on peut imaginer déjà l'impact psychologique. Ce qui fait qu'en 2008 seulement, c'était encore en cours, ça s'est terminé en 2010. En 2010, le violeur a pris quand même la prison avec perpétuité, avec 22 ans de sûreté. Ça veut dire qu'on explique tout de suite que la perpétuité n'existe pas. On le condamne à la perpétuité, mais c'est pour rire, parce que 22 ans de sûreté, donc on sait que dans 22 ans, c'est-à-dire dans maintenant une quinzaine d'années, ce monsieur sera libre comme vous et moi, et donc aura une seconde chance, il aura 45 ans par là, la vie est belle. Il a déjà été condamné pour une agression sexuelle en plus. Et donc voilà, quand on explique ça à la famille, à cette jeune femme, etc., vous pouvez revenir dans 10 ans, elle ne s'en sera pas remis de son agression. Donc c'est bien de rappeler ces réalités-là, c'était vraiment l'idée de la démarche, et avec les statistiques, de montrer que c'est pas un fait comme ça aberrant, c'est quelque chose. Là on parle, je ne sais pas depuis combien de minutes, vous avez si vous avez 264 viols par jour, il y en a eu un certain nombre. On ne va pas faire le décompte, mais voilà, il faut quand même. Voilà.
Donc il faut avoir quand même en tête cette réalité-là, quoi. Là, on parle, c'est agréable et tout ça, il y a effectivement un peu d'humour dans le livre, mais voilà ce que ça veut dire. Bah, nous, en tant que femmes, on le vit un petit peu tous les jours. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du reportage de Sophie Peters, mais bon, voilà, c'est pas de la fiction, on n'est pas dans une bande dessinée. Aujourd'hui, mettre une jupe, c'est un acte de rébellion presque. Donc voilà, c'est vraiment la journée de la jupe tous les jours. C'est pas seulement à l'école, c'est pas seulement au lycée. Il y a déjà une dizaine d'années, mettre une jupe, c'était déjà très difficile, mais maintenant, ça devient presque une rébellion. Donc merci beaucoup pour votre bouquin. Merci à vous. Et ce que je me permets juste d'ajouter, ce qui est terrible, c'est aussi, comme vous dites, c'est un acte militant, mais presque, parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de lâcheté de la société en général qui consiste à s'adapter à la criminalité. Et aujourd'hui, quand il y a un viol dans tel endroit en France, vous avez des sociétés qui travaillent à proximité qui envoient un mail collectif en disant si vous êtes une femme, ne vous promenez pas à cet endroit-là. Donc, quelque part, on abandonne les territoires, on s'adapte. À Paris, quand vous prenez le métro, vous avez des messages qui vous disent ne tentez pas les pickpockets. Ça veut dire ne prenez rien, ne prenez surtout pas de sac. On accepte, on restreint nos libertés de plus en plus. Et finalement, voilà, on finit par tout accepter. C'est absurde. Voilà, la victime est responsable de ce qui lui arrive, exactement. Non, c'est pas un tableau d'apocalypse, mais malheureusement c'est un tableau réaliste. Et le problème c'est que, je sais pas, j'ai l'impression que ce que je dis, à peu près tout le monde a toujours dit ça, sauf qu'aujourd'hui, le sens commun a dérivé et que ça fait de vous un extrémiste de dire, voilà, attention, ça va pas bien, il y a 200 viols tous les jours, c'est pas moi qui les fais, c'est pas moi qui fais les statistiques, c'est... Par jour, oui, par jour. Alors, sur la peine de mort, radicalement opposé, non. Radicalement favorable, non plus. Le débat est ouvert, pourquoi pas, on peut en discuter. Moi, ça ne me paraît pas nécessaire à partir du moment où vous avez une perpétuité réelle. C'est-à-dire que quand dans le code pénal c'est marqué perpétuité et qu'on dit ben voilà monsieur, c'était écrit, vous le saviez, vous n'êtes pas censé l'ignorer, on vous envoie en prison, vous y restez, c'est comme ça. Vous avez cisaillé la colonne vertébrale de cette dame, vous l'avez violée une nuit durant, vous avez en plus prétendu à la barre que vous n'étiez pas conscient qu'elle avait mal. Très bien, donc là voilà, c'est terminé pour vous, vous avez déjà été condamné pour une agression sexuelle, on n'en parle plus. Si on faisait ça, la question ne se poserait même pas, si on appliquait la loi. Le problème, c'est que comme on ne l'applique pas, évidemment, les gens vont avoir tendance à exiger des solutions un peu plus extrêmes, c'est-à-dire couper les gens en deux, parce qu'on fait ça en France. Bon, on peut en discuter, de la suppression d'individus qui sont... vous voyez, on sait qu'on va devoir libérer dans les prochaines années Francis Saulne, par exemple, en France. Ou Guy Georges, des personnes sympathiques qui ont déjà eu plusieurs secondes chances. Et on sera obligé de les libérer. Parce que Christiane Taubira a décidé qu'on supprimait les peines de prolongation. C'est-à-dire que quand il arrive au bout de sa peine, même si on dit qu'il est foilier, qu'il vient de mordre les gardiens, c'est pas grave, il sort. Donc, c'est sûr que dans ce genre de cas, la question se pose. Voilà. La question peut se poser. Le débat est ouvert.